Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Pétrarque, Laure, Laura et les lauriers. Florence 1302. Après une lutte enragée entre extrémistes et modérés, les guelfes noirs, proches du pape Boniface VIII et soutenus par Charles de Valois, ont raison des guelfes blancs, favorables à une certaine indépendance envers la papauté et le Saint-Empire germanique. Les Noirs exigent l'exil des vaincus. Parmi les bannis, Dante Alighieri et un certain notaire nommé Pietro di Ser Petracco. C'est dans ce contexte que le petit Francesco di Ser Petracco, immortalisé sous le nom de Petrarca, voit le jour, comme il le précise dans son épître à la postérité. Je cite : « Le lundi 20 juillet de l'an 1304, au lever de l'aurore, dans un faubourg d'Arezzo appelé l'Orto, je naquis, en exil, de parents honnêtes, florentins de naissance, et d'une fortune qui touchait à la pauvreté. » Déracinée, la famille gagne Pise, Marseille, le comtat vénitien et s'installe en Avignon en 1312 sous la protection du cardinal Niccolò da Prato, partisan des guelfes blancs. Francesco est envoyé avec son frère cadet, Gerardo, à Carpentras pour y faire ses humanités. Les deux jeunes étudiants rejoignent ensuite la faculté de droit de Montpellier, puis le Centre européen d'études juridiques de Bologne. Malgré la volonté paternelle d'assurer à ses fils un avenir lucratif avec l'étude du droit, Francesco lui préfère celle des textes antiques ou des pères de l'Église. Lus en cachette, Cicéron ou Virgile, Saint-Augustin ou Saint-Clément d'Alexandrie n'ont aucun secret pour le futur poète, bien que Pietro trouve utile, de temps à autre, de brûler ses livres qui éloignent son fils de la voie qu'il lui destine. Les années bolognaises sont décisives pour l'étudiant en droit. C'est là qu'il sympathise avec le futur cardinal Giacomo Colonna, dont le père, Stefano l'Ancien, jouera un rôle primordial dans sa vie et fait ses premiers pas remarqués dans le monde. C'est là aussi qu'il décide d'abandonner définitivement le droit pour s'adonner à sa passion, la poésie. Il conçoit le projet révolutionnaire d'écrire une poésie non en latin, mais en langue vulgaire. La mort de leur père en 1326 fait revenir les deux orphelins à Avignon, où leur part d'héritage leur permet, pour un temps, de mener une vie mondaine. Peau de chagrin que se pécule. Il faut trouver des revenus réguliers, et seul un engagement ecclésiastique peut y répondre. Francesco et Gerardo endossent l'habit clérical des ordres mineurs sans intention de s'engager au-delà. Gerardo deviendra pourtant moine à la Chartreuse de Montrieux, tandis que son aîné, très choqué par les mœurs de la cour pontificale, clame son aversion pour la cité des papes, qu'il décrit comme, je cite, « l'enfer des vivants, l'égout de la terre, la plus puante des villes », et l'exhorte en ces termes : « Ô Avignon, est-ce ainsi que tu vénères Rome, ta souveraine ? Malheur à toi si cet infortuné commence à se réveiller. » Un beau jour, cette nouvelle Babylone haïe et méprisée se dessine sous un tout autre visage, celui d'une femme, je cite : « L'or, célèbre par sa vertu et longuement chantée par mes poèmes, apparut à mes regards pour la première fois au temps de ma jeunesse en fleurs, l'an du Seigneur 1327, le 6 avril, à l'église de Sainte-Claire d'Avignon, dans la matinée. » L'événement est de taille puisque cet amour foudroyant et impossible pour Laure, la jeune épouse duc de Sade, et accessoirement l'aïeul d'un certain marquis un peu moins vertueux, va inspirer le recueil de poésie lyrique le plus emblématique du Quattrocento italien. Mélange tant de l'héritage platonicien que de la tradition chrétienne, le canzoniere surpasse dans sa forme et son esthétique parfaite le mouvement du dolce stile nuovo, dont la Divine Comédie de Dante est sans doute le fleuron. Les 370 poèmes de Pétrarque, rédigés en toscan, vantent les vertus rédemptrices de la femme aimée, faisant d'elle un ange, un idéal, une passerelle vers Dieu. L'amour platonique intervient comme le réconciliateur du profane et du sacré. La poésie permet d'exprimer ses sentiments extérieurs et sa conversion intérieure.
L'enfant de l'exil désire trouver un endroit à lui, loin des mondanités de la cité papale, de l'amour impossible, un lieu propice au travail, aux recherches, à la poésie, à la réflexion. Il installe sa bibliothèque et sa personne à Fontaine de Vaucluse, sur les bords de la Sorgue, à partir de 1338, et en fait son refuge solitaire entre deux voyages. Je cite : « Ici j'ai fait ma Rome, mon Athènes, ma patrie. » C'est dans cette retraite qu'il rédige la plupart de ses écrits, dont Africa, ouvrage majeur dans lequel il relate en latin la Seconde Guerre punique et rend gloire à Scipion l'Africain. Le succès est fulgurant et donne aux Florentins exilés une renommée européenne. Ses recherches de textes anciens tombés dans l'oubli le font voyager. Sa notoriété désormais acquise d'homme de lettres incontournable et les contacts de la puissante famille Colonna en font un homme réclamé, invité, sollicité de toutes parts, à l'origine d'un réseau culturel humaniste rarement égalé. En 1340, son confesseur lui propose de recevoir la couronne de laurier de la Sorbonne, en reconnaissance de son travail. Le Sénat de Rome en fait de même. Il faut choisir Rome ou Paris, Paris ou Rome. Son cœur penche vers l'Italie, sa terre natale, avec l'impatience de rencontrer le très cultivé roi de Naples, Robert d'Anjou, dit le sage ou le bon. Je cite : « Le roi de Sicile est le seul que j'accepterai volontiers parmi les mortels comme juge de mes talents. » À l'issue d'un jugement public de 3 jours, la sentence royale tombe et déclare Pétrarque digne de recevoir les lauriers d'Apollon. Le poète aimait comme volonté d'être couronné à Rome. Accordé. Le 8 avril 1341, jour de Pâques, au Capitole de Rome, le sénateur Orso dell'Anguillara remet la solennelle couronne de laurier au soupirant de l'or. Pétrarque cherchait davantage l'or que l'aura dans ses lauriers. D'abord flatté, il se lasse vite de cette distinction, convaincu qu'elle lui attire plus de jalousie et de persécution. Pourtant, depuis la cérémonie, il idéalise la ville éternelle, cette ancienne capitale d'un empire qui a engendré nombre des auteurs qu'il chérit. Dès lors, une idée l'obsède, rendre la papauté à Rome. Le troubadour mène une bataille acharnée et jubile lorsque le pape Urbain V fait son entrée triomphale dans Rome le 16 octobre 1367. C'est une victoire de gagner, mais pas la guerre, puisque le pape est contraint de retourner en Avignon. Entre-temps, le 6 avril 1348, soit 21 ans jour pour jour après leur première rencontre, Laure meurt. Pétrarque commence la rédaction d'un nouveau volet de son Canzoniere, In morte di Madonna Laura, dans lequel l'être aimé est sublimé par la mort et où la mélancolie dépasse l'acrimonie. Le couple Pétrarque-Laure rejoint alors la légende au même titre que Tristan et Iseux ou Roméo et Juliette. Pétrarque est retrouvé sans vie un jour de juillet 1374 dans sa bibliothèque d'Arca, la tête reposant dans un livre. Du calme de l'étude au calme de la mort, le nom de Laure sur les lèvres, le poète des poètes entre dans l'éternité en laissant comme héritage l'humanisme et la Renaissance avant l'heure.